Bienvenue dans le podcast Le Scénario, le podcast d'analyse et de critique approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans les jeunes années de Warren Buffett. Bien avant l'oracle d'Omaha, quoi. On va regarder ses débuts, ses premiers investissements clés, en s'appuyant sur des extraits d'un documentaire. L'idée, c'est de voir comment les fondations de son empire se sont mises en place. Alors, pour commencer, il y a cette histoire avec Sandboard Maps. C'est assez révélateur, non? Ah oui, Sandboard Maps, c'est un cas d'école. Une boîte de cartographie pour assureurs, un peu vieillotte. Et surtout, dont la valeur en bourse était complètement déconnectée de la valeur réelle de ses actifs. Exactement. La valeur comptable, comme on dit. Buffett calcule que les actifs seuls, surtout le portefeuille d'investissement de l'entreprise, valaient beaucoup plus que ce que le marché disait. Une aubaine, en somme. Oh, assez forte. On parle d'intimidation dans le documentaire, non? Oui, le mot est utilisé. Il pousse pour liquider ce fameux portefeuille d'actifs, considérant que les autres administrateurs profitaient sans vraiment investir eux-mêmes. Et ça marche. Ça marche, 45% de bénéfices. Ça montre déjà un côté très déterminé, activiste même. Il va à l'encontre du conseil de son mentor Ben Graham, qui disait de ne pas trop concentrer ses paris. C'est intéressant ce contraste. D'un côté, cette approche un peu impitoyable, et de l'autre, l'influence de son père, Howard, qui était apparemment un modèle d'intégrité comme courtier. Oui, son père a une grosse influence positive. Par contre, la relation avec sa mère était plus compliquée, d'après ce qu'on comprend. Ça a marqué sa jeunesse, une certaine forme de retrait social. Il y a eu aussi cette période un peu rebelle à Washington, avant que son père ne le remette sur les rails. Et c'est ça qui l'a mené Vers Columbia. Et là, c'est la rencontre décisive avec Benjamin Graham et David Dodd, les auteurs de Security Analysis. le livre culte. Exactement. C'est là qu'il découvre vraiment le value investing, l'investissement dans la valeur, et cette fameuse approche du mégot de cigare. Le mégot de cigare, c'est-à-dire L'idée de chercher des entreprises complètement délaissées, sous-évaluées, dont on peut tirer une dernière bouffée de profit, même si l'entreprise elle-même n'a pas forcément un grand avenir. Un peu comme un mégot trouvé par terre, quoi. D'accord. Et l'exemple de Rockwood, le chocolatier, ça rentre là-dedans? Alors, Rockwood, c'est un peu différent. Graham et Buffett repèrent bien une opportunité liée à une bizarrerie fiscale sur les stocks de fèves de cacao. Ah oui? Graham, fidèle à lui-même, vise un arbitrage rapide, sans risque. Mais Buffett, lui, il fait autre chose. Il prend un risque cette fois. Un gros risque. Il mise 75% de ses économies perso sur le redressement de l'action. Il est séduit par une solution fiscale imaginée par un autre investisseur, Jake Pritzker, qui voyait un potentiel à plus long terme. Donc il sort déjà un peu du schéma du simple mégot. Oui, il parie sur le potentiel, pas juste sur la décote immédiate. Et ça paye. 13 000 $ de gain. Ça montre sa confiance en son propre jugement, déjà très forte. Et fort de ce succès, il décide de voler de ses propres ailes à Omar. C'est ça, Graham prend sa retraite et Buffett lance son propre partenariat d'investissement. Et là, il va chercher des affaires encore plus obscures. Les pink sheets. Oui, des actions de petites entreprises, pas cotées sur les grandes bourses, avec très peu d'infos disponibles. C'est comme ça qu'il tombe sur National American Insurance. Et comment il procède? Il achète les actions à des prix très bas, directement auprès d'agriculteurs locaux qui n'avaient pas vraiment idée de la valeur réelle de leur part. Malin et rentable, j'imagine. Très rentable. Il génère des retours de 100% par an pendant 5 ans. C'est phénoménal. Mais cette chasse aux bonnes affaires l'amène aussi à des situations plus compliquées, comme Dempster Mill. Ah, Dempster Mill, fabricant d'éoliennes, acheté pour une bouchée de pain parce que la valeur comptable était haute, mais la gestion était catastrophique. L'entreprise allait droit dans le mur. Oui, risque de faillite. Alors là, Buffett appelle Charlie Munger à la rescousse. Son futur partenaire de longue date. Exactement. Et Munger, lui, n'y va pas par 4 chemins. Thérapie de choc, licenciement massif, vente d'actifs. Ça sauve la boîte. Mais j'imagine que localement, Ça passe mal. Buffett se fait traiter de corporate trader, de pilleur d'entreprise. C'est une expérience qui semble le marquer, même s'ils finissent par revendre avec un joli profit de 2 millions. est-ce que cette expérience et cette réputation, ça le fait rétréchir? On peut le penser. Parce que l'affaire suivante, American Express, montre une nuance importante. Le scandale de l'huile de salade? Oui, une fraude énorme qui fait plonger l'action d'Amex. Buffett investit massivement, car il croit en la force de la marque, mais surtout, il soutient publiquement le PDG. Pourquoi? Le PDG décide de dédommager les victimes pour 60 millions de dollars afin de sauver la réputation de l'entreprise à long terme, même contre l'avis de certains actionnaires. Et Buffett est d'accord avec ça. Totalement. Il comprend que la réputation,
La confiance, ça a une valeur énorme, au-delà du profit immédiat. L'action remonte. Il gagne 3,5 millions, mais c'est une leçon clé. Et après ça, arrive Berkshire Hathaway. Ironiquement, au départ, c'était aussi un mégot, non? Une entreprise textile sur le déclin. Oui, et pire encore, il prend le contrôle de Berkshire un peu par colère. Le dirigeant, Seabury Stanton, n'avait pas respecté une promesse de rachat d'actions au prix convenu. Une acquisition basée sur l'émotion, donc. Incroyablement, oui. Une erreur émotionnelle qui va devenir le socle de son futur empire. Ça montre aussi sa capacité à reconnaître ses erreurs et à apprendre. Et c'est là que le partenariat avec Munger devient vraiment central. Absolument. Munger le critique d'ailleurs gentiment sur l'approche mégot de cigare pur. Il lui dit que ce n'est pas scalable, que ça ne permet pas de faire croître un gros capital sur le long terme. Il le pousse vers des entreprises de meilleure qualité. Donc pour résumer ses débuts, on voit un Buffett qui apprend sur le tas, parfois de manière assez dure. Il passe de la liquidation pure et simple à une vision qui intègre la qualité, le long terme, la réputation. C'est tout à fait ça, un parcours initiatique en quelque sorte. Et ça soulève une question intéressante pour nous aujourd'hui. Comment ces premières expériences, parfois très activistes, ont façonné l'investisseur patient qu'il est devenu? Bonne question. Et est-ce que ces méthodes un peu brutales du début seraient encore possibles ou même acceptables dans le monde financier actuel? Ça laisse à réfléchir. Avec ça, c'est tout un au revoir. Au revoir.